citoyens, citoyennes, continuons notre voyage en conscience des mondes imaginals du ciel, quelque part. Nous descendons de plus en plus, vous l'avez remarqué, dans notre terre intime et dans notre terre sociale. Et pour faire continuer ce voyage, moi j'ai le grand bonheur de présenter Frédéric Bosquet. Frédéric, tu es un entrepreneur humaniste. Chaque mot compte, entrepreneur, humaniste. Souvent, ces deux mots-là, d'ailleurs, ne sont pas toujours accolés, vous l'aurez remarqué. Visionnaire, engagé, peut-être c'est moins connu, mais tu es aussi spécialiste de la gestion des émotions, fort utile, tu nous le diras peut-être dans les projets que tu mènes, et tu es initié à la méditation de pleine conscience. Tu as contribué au lancement de la monnaie locale et citoyenne, le Sol Violette à Toulouse, et après un périple à vélo, alors je crois de 45 jours sur les routes de France, face au constat de la désertification et de l'effondrement du système, tu as décidé de créer un village où chacun pourrait expérimenter le chemin de son propre bonheur, ça c'est quelque chose de très important, dans le respect des humains et de la nature. Tu as alors créé, avec d'autres bien sûr, dont tu vas nous parler, Terra. Frédéric, tu vas nous dire, si tu le veux bien, d'abord ce qu'est Terra. On a parlé tout à l'heure d'écolieux, mais Terra a une identité particulière. Que signifie l'intention de ce projet? Quelque chose qui est très très fort, qui revient dans tout ce que tu dis, qui est d'habiter le présent. Et ce point de concentration dont tu vas nous parler. Et d'ailleurs, Frédéric, ce que je trouve passionnant, c'est comment l'idée même du projet Terra est venue. Si tu pouvais commencer par nous raconter cela. Avec plaisir. En fait, je pratique la méditation depuis très longtemps. Et je parle plus fort. Vas-y, n'hésite pas. Donc, non, je préfère rester assis. On est assis, je reste assis. Donc du coup, je pratiquais de la méditation pour moi. J'ai fait une formation au CHU de Lille avec plusieurs médecins sur la gestion des émotions et je m'en servais en tant que coach et formateur. Et puis un jour, comme j'étais très engagé dans l'économie sociale et solidaire, en particulier dans les monnaies locales et le revenu bas inconditionnel, j'ai été invité à Carmeli, un centre bouddhiste dans les Alpes, à venir présenter la monnaie citoyenne locale dans le cadre d'une intervention sur l'humanisme et la pleine conscience. Et puis là, j'ai rencontré le bras droit du lama Rinpoché de là-bas, qui me dit, mais Frédéric, tu as appris à faire de la pleine conscience de façon assez laïque, tu devrais voir ce que ça donne avec l'original. Alors, pourquoi pas. Je suis venu à une première semaine de méditation. La méditation Shamatha Vipassana, ça s'appelle. Tu peux le redire plus fort? Shamatha Vipassana. Voilà, c'est le bon temps pour la suite. Ah d'accord, oh là là, vache. Et donc, on a commencé à faire des méditations qui étaient finalement assez courtes. Et ça m'a vachement plu. Je sais pas, il y avait un truc qui était différent, alors qu'en fait, c'est la même chose. Mais il y avait un truc différent. Du coup, je suis revenu en deuxième séance, c'est-à-dire je suis revenu faire une retraite, où là, on a fait des méditations beaucoup plus longues. Et pendant une de ces méditations, j'ai l'impression d'avoir tout à coup pris conscience que mon corps n'était pas un porte-tête. C'était plus large que ça, quoi. Ouais. Et là, je sais pas, j'ai eu le besoin d'ancrer ça dans ma vie. Et donc, j'ai décidé de continuer à amener mon caisson d'isolation, de méditation, pardon, et de le mettre sur des roues, entre guillemets, et de faire un tour de France en vélo. Et donc, je faisais 7 heures de vélo en pleine conscience, et en même temps, j'avais des rendez-vous où j'animais des émissions de radio pour écouter les gens qui avaient changé de vie, pour changer leur vie. Et j'étais stupéfait. J'étais stupéfait parce que je me suis rendu compte que la révolution, elle avait déjà eu lieu, qu'elle n'était pas devant, qu'elle était derrière, qu'il y avait des citoyens qui portaient les courants tout seuls, sans que personne ne les voie, qui avaient divisé leur revenu par 10, par 15, par 20, ou même qu'ils avaient conservé le même, mais que surtout, ils étaient focus pour expérimenter le chemin de leur propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. Et je suis arrivé à une émission de radio que j'ai fait, je me suis à Montsolimine, avec un agriculteur qui s'appelait Marc, qui me dit, Frédéric, je travaille 70 heures par semaine, je gagne 700 € par mois, j'ai l'impression que j'apporte au monde, mais le monde ne me reconnaît pas. Et moi, à cette époque, j'étais coach, j'étais formateur, j'étais directeur.
quand je faisais des interventions, je gagnais 2000 € par jour, donc 130 fois plus que lui. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est possible de laisser ces êtres humains dans la misère alors que c'est eux qui portent les communs des générations futures? Et là, il y a mon organe émotionnel qui s'est détartré. J'ai pleuré pendant une semaine à vélo. Pendant une semaine à vélo, je repensais à chaque fois à cet agriculteur qui gagnait 700 € par mois et qui travaillait 70 heures par semaine pour s'aligner sur ses valeurs. Et j'ai dit, là, il y a un truc qui ne va pas dans cette société. J'ai dit, là, c'est pas possible, je ne peux pas continuer comme ça. Donc, j'ai cédé les entreprises que je dirigeais aux salariés en coopérative. J'ai pris 2 sacs, je suis reparti à Carmanie pendant 3 mois. J'étais dans une petite cellule de 9 mètres carrés. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'un entrepreneur humaniste pourrait faire pour valoriser en monnaie ce qui compte aujourd'hui pour ces gens-là, c'est-à-dire les humains et la nature. Et c'est là que progressivement, m'est apparue l'idée de Terra, en fait. C'est-à-dire l'idée, c'était d'aller récupérer en quelque sorte tous ces expérimentations que j'avais vues partout sur l'énergie, sur la terre, sur la gouvernance, sur les monnaies, sur le revenu de base, et de les rattacher les unes aux autres pour recréer un nouveau corps social qui aurait à la fois au moins autant d'efficience que celui qu'il y a aujourd'hui. Bon, ça va pas être difficile. Mais surtout beaucoup plus résilient. Et je me suis dit, tiens, je vais proposer ça à tous mes amis. J'ai envoyé un message à tous mes amis. Et là, j'ai reçu des super messages. Ouais, frère, on y va. Et c'est comme ça qu'est né le projet Terra. Tous ensemble vers un revenu d'autonomie. Merci. Vers quoi? Un revenu d'autonomie. Voilà. Tous ensemble vers un revenu d'autonomie. Oui. Je fais des cours. Oui. Voilà. Et je viens là parce que tu vas avoir des visuels maintenant. Oui, tout à fait. On peut mettre quelques pour donner de la concrétude. Nous dire en quelques mots ce qu'est Terra et Voilà. ensuite continuer à habiter le présent avec toi. Donc Terra, en fait, donc tout est compris dans le nom, en fait. Chaque mot compte. Ah, c'est pas du tout ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Oh, je peux le faire sans, il n'y a pas de souci. Hein. Je peux. Oui, vraiment sans souci. Ah oui, pardon, hein, je vais parler plus fort. J'ai du mal. Et pourtant, tu as une voix qui porte. Et pourtant, oui, c'est Ouais. vrai. Donc, on peut commencer par le second. Hein. Le premier, c'est les images de Carmalines, c'est un lieu magnifique, dont le monastère a brûlé, malheureusement. C'est là qu'est vraiment qu'est né Terra dans le monastère qui a brûlé. C'est symbolique, je trouve. Voilà. Donc, tous ensemble vers un revenu d'autonomie. Chaque mot compte. Tous, on prend tout le monde. Tous les vivants. Tout le monde. Sans exception. Ensemble, on prend tout le monde, mais avec leurs différences. C'est-à-dire qu'on prend des ensembles, avec des styles de vie différents. C'est pas tous pareils. C'est comme une prairie de montagne. Vous avez vu déjà les prairies de montagne avec toutes ces fleurs de couleurs différentes, ces grands arbres, ces petits bosquets, ces machins. Tous ensemble, verts. Ça veut dire qu'on ne sait pas où on va. C'est pas prévu le truc. On a des grands principes, ça, merci à Edgar Morin, qui est le parrain de notre projet. Edgar, il dit souvent, vous ne pouvez pas déduire les propriétés de l'eau en regardant les propriétés de l'oxygène et de l'hydrogène. Vous ne pourrez pas. C'est quand vous assemblerez 2 unités et unités de chacun d'entre eux que va émerger un nouvel objet qui s'appelle l'eau, avec des propriétés différentes des 2 objets que vous avez assemblés, et vous ne pouviez pas le prévoir. Donc, on a essayé, nous, d'avoir des grands principes, et ensuite, on agite. Et puis là, il y a des choses qui émergent, et ce qui émerge avec le plus de principes à l'intérieur, on le pousse, on l'arrose, on en prend soin et on fait que ça se développe. Tous ensemble vers un revenu. Un revenu, c'est quelque chose qui revient. Donc, ça veut dire que quelque chose est parti. Ce qui est reparti, en fait, au départ, c'est une production relocalisée, durable et vitale aux habitants des territoires de vie. Les territoires de vie avec des vrais gens, de l'alimentation saine et de proximité, de l'énergie renouvelable, des bâtiments à usage d'habitation ou professionnels, biosourcés et durables, des véhicules en partage à la consommation optimisée et tout un ensemble de services et de services autour de la sensibilisation
l'accompagnement, la formation, l'information à la transition et à la culture. Voilà, ça c'est notre... Et ça, on veut le relocaliser tous ensemble vers un revenu d'autonomie. Alors, c'est quoi un revenu d'autonomie? Ben, c'est un revenu qui rend à la fois autonome, autonomos, ça veut dire respecter les règles que c'est soi-même édictées. Donc, être capable que ce revenu me permette de pouvoir respecter les règles que je me suis fixées, mais pas que pour moi, aussi pour mon territoire. C'est-à-dire que le revenu d'autonomie doit rendre autonome les personnes, mais aussi les territoires sur lesquels ils sont. Parce que si vous ne rendez pas autonomes les territoires sur lesquels ils sont, vous ne pourrez pas être autonome, parce que vous faites partie du territoire. Et le territoire fait partie de vous. Donc, il faut les deux en même temps, tous ensemble vers un revenu d'autonomie. Voilà, c'est ça, Terra. Et ça s'incarne dans le sud-ouest de la France, dans une expérience dont on fête aujourd'hui les 9 ans. Parce que la première email que j'ai envoyée, c'était le 10 décembre 2013. C'est quand même énorme, je crois. Voilà. Et on l'a incarné dans un petit village dans le sud-ouest de la France, en fait. Et ce village dans le sud-ouest de la France, il s'appelle Masquières. Puis ensuite, on l'a redéveloppé dans un autre village à côté qui s'appelle Tournon d'Agenais. Et maintenant, on est en train de le développer dans un troisième village qui s'appelle Trintel, dans un petit écohameau au bord du Lot, qui s'appelle Lustrac, dans lequel on va créer le premier quartier rural en transition de France. On lance après presque 9 ans de faire. Donc, un moment de présence. Voilà, Ouais. avec ce qui est, mes habitants de présence. C'était habité en présence, là, pendant Voilà. ça, c'est ça. Ça, J'ai l'impression que beaucoup de personnes ne savent déjà, mais non, mais peut-être je peux expliquer Oui. on peut continuer si on peut. Ouais, ouais, ouais. Car, en fait, je ne viens jamais parler de cette partie de moi qui est plutôt spirituelle. Et il se trouve que je connais très bien notre ami Roland, qui m'a dit, oh, on fait un truc sur conscience et citoyenneté. J'ai dit, oh purée. Si ça avait été conscience et n'importe quoi d'autre, je serais pas venu. Mais conscience et citoyenneté, je trouve qu'on l'associe pas assez. Voilà. Et pour moi, on peut pas être citoyen si on n'est pas en conscience. Et d'ailleurs, de suite, je vais arrêter de parler du mot conscience et je vais plutôt utiliser le mot présence. Parce que je trouve que dans la conscience, il y a encore cette notion de dualité. Alors que dans la présence, il n'y a plus rien. Donc moi, je préfère parler de pleine présence plutôt que de pleine conscience. Parce que justement, ils sont tous présents là. Et donc, du coup, je préfère parler de pleine présence. Et la pleine présence, elle m'a apporté énormément de choses dans ce projet. Je pense que j'aurais jamais pu développer ce projet si j'avais pas autant été en présence, d'abord sur le coussin et après hors du coussin, ce qui m'a permis d'acquérir, comment dirais-je, un petit peu ce dont parlait notre ami tout à l'heure, c'est-à-dire, alors moi j'ai mis ça sur 5 idées que je voudrais peut-être vous porter. La première, c'est la présence, elle m'a amené la capacité en fait à me laisser traverser. C'est-à-dire que j'ai l'impression dans ce que je fais que j'ai pas à m'inquiéter. Si ça marche, ça marche. Et si ça marche pas, j'ai appris comment ça marchait pas. Et donc, comme j'aime aussi apprendre comment ça marche pas, c'est jamais un problème pour moi. Bien au contraire, je suis super content de m'être désillusionné. Hein. Et donc, c'est autant enthousiasmant de réussir que entre guillemets, d'échouer. Puisque quand j'échoue, je sais que c'est pas par là que je dois aller. Donc, du coup, ça m'a permis d'acquérir cette persévérance. Ça fait quand même 9 ans quand même que je suis parti dans les loups. Et on est toujours en train d'expérimenter, on avance, on construit des choses et ça va de mieux en mieux. Mais si on est toujours là, c'est parce que justement, il y avait cette présence de dire, on expérimente. Et quand on se casse la figure, c'est aussi bien que quand on réussit. Voilà. Donc, cette idée de ne pas opposer le déséquilibre de l'échec à l'équilibre de la réussite, quoi. Et d'ailleurs, quand on marche, on fait ça, d'ailleurs. Là, j'ai beaucoup marché en pleine présence quand j'étais à Carmaling, ça m'a... Et évidemment, quand je marche, j'ai ressenti à un moment donné le déséquilibre. C'est-à-dire que quand je marche en présence, je sens ce moment dans lequel je me mets en déséquilibre. Mais je sais que j'ai un autre pied. Et c'est ça qui est fabuleux. Je n'ai pas qu'un seul pied. Et nous, on est des milliards de pieds.
Donc, du coup, c'est formidable, je trouve. Donc, il y a vraiment cette idée de la présence nous amène cette capacité. Bon, les anciens appelaient ça équanimité. Moi, j'aime bien. Mais l'équanimité, c'est pas la mort, quoi. C'est pas le, non, non, c'est autre chose, en fait. Bon, bref, on s'en fout. Donc, la présence, elle amène cette idée d'équanimité. Et je pense que dans les actions citoyennes, c'est super important parce que les gens tirent le fil de la situation du monde aujourd'hui. Et en tirant le fil, ils tirent à la fois les bonbons et puis les petites crottes de chien, quoi. Et donc, du coup, moi, je pense que c'est important d'apprendre à être en présence quand on tire le fil du monde tel qu'il est. Parce que justement, si on veut démêler tout ça, c'est un peu comme un cardiologue qui opérait un petit enfant. Si à chaque fois qu'il voit un peu de sang, il voit ça, il va pas pouvoir opérer, quoi. Donc, du coup, la présence, elle sert à ça. Et je pense que quand on a conscience du monde tel qu'il est, c'est super d'être en présence parce que ça nous permet de vraiment attaquer les choses. Le deuxième élément pour moi de la présence, c'est l'acceptation de la différenciation. C'est-à-dire que dans un projet comme on fait, on travaille avec des habitants, on travaille avec des volontaires, on travaille avec des collectivités territoriales, on travaille avec des entreprises, on travaille avec des associations, on travaille avec des grosses institutions, on travaille avec des microstructures, on travaille avec des altermondialistes, on travaille avec des entrepreneurs, bref, on travaille avec des financiers, et tout ça, ça a des intérêts complètement divergents. C'est-à-dire que si on se met dans une posture et dans un rôle, si on est associé à l'un de ces rôles-là, c'est impossible de coopérer. Or, on sait très bien que pour créer des écosystèmes coopératifs territoriaux, on a besoin de prendre en compte les enjeux des autres. Hein, si le foie ou le cœur ne prennent pas leurs enjeux réciproques, il n'y aura plus de corps humain. Eh ben, un corps social, c'est pareil. Si le cœur, il dit, faut faire circuler du sang, et l'autre, il dit, non, faut faire circuler du sucre. Bon, bref, on va pas se mettre d'accord. Il faut qu'à un moment donné, ben, les deux commencent à coopérer, et encore une fois, la présence. Parce que la présence, ça permet une certaine absence de ce genre. Et du coup, moi, je trouve qu'aujourd'hui, à Terra, on a réussi à mettre ensemble des gens qui, trop souvent, ne peuvent pas être ensemble. Or, si on veut changer en profondeur la société, il nous faut impérativement commencer à accepter la différence. Parce que ce qui fait que la vie est vie, c'est cette différenciation. Et il n'y a pas d'écosystème sans accepter ces différences et sans que ces différences soient plus que de l'acceptation, soit aussi de la coopération. C'est-à-dire que chacun va diminuer sa toute-puissance pour prendre en compte les enjeux de l'autre, pour que l'autre ait sa place. C'est je pourrais appuyer plus fort sur l'accélérateur, mais je n'appuie pas parce que je sais que si j'appuie trop fort sur l'accélérateur, ça va disparaître. Et si ça disparaît, je disparais. Donc je relève le pied. Et là, tout à coup, je me mets à coopérer, quoi. Voilà. Mais c'est pas évident. Et encore, la présence, ça va aider énormément à faire ça. Vachement ici. Le troisième élément que je voudrais aussi parler, c'est la présence. Elle sert aussi à... Alors, je sais pas comment je vais dire ça, je vais dire comme ça. Avoir la totalité, mais sans l'avoir. C'est comme une absence de conscience qui fait que dans cette absence-là, en fait, il y a une espèce de totalité. C'est comme en musique, le silence. Vous voyez, moi, j'aime bien la musique, j'adore la musique. Quand j'écoute du Bach, en fait, les deux sont autant importants, quoi. Les notes et le silence pour les notes. Mais si j'écoute que Bach, d'un point de vue des notes, j'entendrai pas le merveilleux silence qui me crée à l'intérieur. Et donc, la présence, ça sert aussi comme un diapason à apporter cette espèce d'état dans lequel c'est bien, ça va, ça va. Et donc, des fois, quand il y a des choses qui se passent, etc., des perturbations, ben, on a cette présence, cette absence, en fait, qui fait que finalement, ben, on est bien, quoi. On est bien malgré tout ce qui se passe. Ça va, le quatrième point, que je trouve super important, ça va, on est dans le timing. Et puis, tu es parfaitement à l'écran. Le quatrième point, moi, je trouve qu'il m'a énormément apporté dans ce projet, c'est le fait qu'aussi que la pleine présence, ça développe
la bienveillance. Mais je ne sais pas comment le dire parce que la bienveillance, c'est pas genre faire le bien. La bienveillance, c'est être libéré de soi. C'est-à-dire que quand tu es libéré de toi, tu as du temps pour les autres. Tu as d'ailleurs tout le temps pour les autres. Tu es libéré de toi. Et donc, du coup, ça aide. Tu vois, quand tu es dans une réunion dans laquelle ça se... Tu vois, où, eh ben, tu dis, bon, alors, c'est quoi le... Ah, là, je sens que là, c'est un truc pas mal, ça. Donc, tu le dis, et puis ça marche pas, et des fois ça marche, et des fois ça marche pas. Mais du coup, cette idée de comment dirais-je, ouais, encore une fois, c'est une espèce de, je sais pas comment le dire, ouais, ça aide. Se libérer de soi, finalement, c'est s'aimer à 100%. Quoi. C'est de plus d'avoir, c'est comme la cloche, elle ne s'efforce pas de savoir qui sonne. Elle sonne. Et même si elle est tapée par un machin qui est à l'intérieur, elle sonne. Et quand elle sonne, elle sonne. Vous pouvez les entraîner à rappeler la raison enchantée. Moi, j'aime beaucoup ça. Vous voyez, la raison, c'est la cloche, c'est ce qu'il y a dans la cloche. Et enchantée, c'est le son qu'elle développe. Mais elle se fait taper pourtant. Et le dernier point que je voulais dire, c'est que la présence aussi, ça amène, je trouve, la compassion. C'est-à-dire le fait de se dire que chacun, on fait ce qu'on peut, quoi. De sortir des jugements. Moi, je dérape des fois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi je dérape. Et l'autre, ben, des fois, il dérape et il ne sait pas pourquoi il dérape. Et si je prends juste le côté il dérape, et je vais aussi déraper, parce qu'on va déraper ensemble, et puis ça ne va pas, vous voyez. Mais si on sait à un moment donné ben, que la personne, elle dérape, mais qu'à ce moment-là, ben, finalement, il faut juste attendre à respirer par le ventre, hein, parce que ça dépend le diaphragme. Donc, du coup, on peut apprendre à respirer par le ventre pendant que la personne elle dérape. D'ailleurs, ça lui donnera un moyen pour elle-même. Respirer par le ventre quand on dérape. Et puis surtout, du coup, une fois que ça a fini, après, on peut rediscuter de quel était l'enjeu du fait qu'il ait dérapé. Et je me souviens avec un ami à Terra, avec lequel on avait beaucoup de soucis parce qu'on était vraiment assez opposés. Et à un moment donné, il avait vraiment des grosses colères. Il a toujours d'ailleurs des grosses colères. Puis un jour, je vois un reportage sur les éléphants. Et là, je découvre qu'un éléphant, quand vous lui rentrez dans le champ vital, il va vraiment vous le montrer, quoi. Il va vraiment, alors, il va taper, il va faire la poussière, tout ça. Et finalement, ce chercheur a vu que finalement, si vous reveniez à votre place, l'éléphant, il ne vous charge pas, en fait. Tout cette espèce de truc de colère qu'il a, c'est juste pour vous montrer, et là, tu me marches dessus, là, tu vois. Tu pourrais reculer, c'est cool. Par contre, si vous avancez, que vous rentrez dans sa colère, alors là, pour le coup, vous allez avoir mal. Eh ben, je trouve que la présence, ça amène cette idée de savoir à un moment donné accepter le fait que vous faites le mieux que vous pouvez. Et good boy, good girl, good girl. Et pareil pour l'autre. Et je pense qu'à Terra, on a su construire, c'est pour ça que ça dure, on a su construire pendant 9 ans un écosystème coopératif territorial avec des personnes qui s'aiment. Et moi, je crois qu'il n'y a aucune technique d'intelligence collective. Il n'y a aucune technique de méditation. Il n'y a aucune méthode spirituelle qui puisse faire ce que fait juste le ce qui fait qu'à un moment donné, tu pleures et t'arrêtes de faire chier les autres. Tu vois, t'arrêtes de les faire chier. Et donc, tu arrêtes aussi de te faire chier. Voilà. Et ça, c'est le que je ne peux pas dire parce que tous les mots ont été tellement dévastés que je ne peux même plus le dire. Tellement que je ne veux pas que ça crée des trucs dans mes têtes. Alors, il y a une place pour quelques questions, remarques ou interventions. Marie ? Alors déjà, juste,
Est-ce que le son est bon? Parce qu'apparemment, il y a une déperdition de son, il y a une qualité d'image, mais il y a une déperdition de son. Donc, je veux juste m'assurer qu'à distance, ce soit correct. Déjà ça. Et alors, il y a une question de Lorenzo, que tu dois connaître, j'imagine. Salut Laurent. On le connaît tous, Lorenzo. Par rapport à ce qui a été évoqué tout à l'heure, par rapport à Passage, qu'est-ce que tu penses de la démarche de Passage? Alors oui, alors je trouve ça super bien. Par contre, je ne le connais pas. Je sais pas, ou alors on s'est rencontrés, j'ai oublié, j'en suis désolé. Mais Peut-être qu'on est lié par Jean-Luc, qui est expert comptable. ah, c'est à travers Jean-Luc Bessonnet, notre expert comptable. Ah, d'accord, ok, c'est à travers ça en fait, d'accord, ok, super. Merci, alors là, je vais le lire. Oui, et puis je rajoute à cette question, tu es quand même un acteur et un observateur privilégié de ce qui se passe au niveau des échos quelque chose en France. Donc, si tu peux nous donner aussi un peu de perspective de qu'est-ce que tu vois pousser, naître, peut-être mourir aussi, si tu peux nous donner ce regard et parler fort Ouais. parce qu'il y en a besoin. Ok. Alors, je pense que ce que je peux dire par rapport à mon nouvel d'expérimentation, parce qu'on est suivi par un conseil scientifique, dès le départ, on a voulu avoir un conseil scientifique qui nous permette de prendre de la hauteur sur notre action, parce qu'on sait que quand on est dans l'action, en fait, on se voit plus, en fait. Hein, on n'a pas de hauteur, en fait. Et on a beau avoir tous les machins et tous les cursus qui font qu'on est capable de prendre de la hauteur. Quand vous prenez un truc dans la figure, je suis désolé, vous ne prenez pas de hauteur. Il faut d'abord le prendre dans la figure. Et des fois, on met du temps à remonter. Du coup, le conseil scientifique, dès le départ, ça nous a aidé à prendre de la hauteur sur nos pratiques et d'avoir des allers-retours entre les disciplines et en même temps l'expérimentation. Et donc, ce qu'on peut dire, je peux donner plusieurs choses, mais la chose la plus importante, d'ailleurs, ça c'est même ancré dans le baseline de Terra. Terra, il y a deux baselines, hein, c'est Habitant le présent. Je vais expliquer ce que c'était. Et le second, c'est un écosystème pour le 21e siècle. Mais avant, peut-être vous ne le savez pas, quand on est parti, le baseline, c'était un éco-village pour le 21e siècle. Or, on s'est rendu compte très rapidement que si on voulait transformer toute la société, l'éco-village allait être trop petit. C'est trop petit. Et donc, il faut passer à ce que nous, on appelle aujourd'hui un écosystème coopératif territorial. C'est-à-dire que les éco-villages, les éco-hameaux, les éco tout ce que vous voulez, ils doivent lancer, en fait, des liens de relation avec le territoire et ils doivent remailler, en fait, tous les acteurs du territoire avec eux. C'est-à-dire que s'ils ne maillent pas les acteurs du territoire avec eux, ils vont rester des super-héros dans leur petit village en attendant que tout s'effondre et qu'ils puissent ensuite pleinement être suffisants. Ben, avant que ça s'effondre, si on pouvait, généralement, quand un corps s'effondre, il n'y a plus grand-chose. Donc, je reprends. Donc, du coup, ce serait bien qu'avant que le corps social s'effondre, il puisse tisser des relations avec le reste du territoire pour régénérer le tissu social. Mais pour régénérer le tissu social, il va falloir réapprendre à travailler avec les communes, avec les communautés de communes, avec les départements, avec les régions, avec les entreprises, ceux qui gagnent de l'argent, bref, avec tout le monde. Et c'est parce qu'on va tous se retrouver à travailler sur ces nouveaux mondes à venir que là, on va pouvoir y arriver. Moi, je crois à la puissance du maillage social. Je ne crois pas au héros tout seul qui change la vie une fois que tout s'est effondré. Parce que si vous regardez l'histoire, je me suis un peu renseigné. Il semblerait qu'à chaque fois que ça s'est effondré, c'est pas les petits qui ont gagné, en fait. C'est les musclés et les poilus. Et généralement, c'est toujours les musclés et les poilus qui viennent après un effondrement. Et ça dure un certain temps, le machin. Donc, du coup, moi, je pense qu'il faut vraiment travailler à relier tous ces écolieux maintenant au territoire. Voilà. Et ça, c'est vraiment la V2 des écolieux. La V2 des écolieux, c'est des écolieux qui sont source de revenus pour leurs habitants. Parce qu'aujourd'hui, j'en ai visité plus de 70 dans mes 3 tours de France. J'ai fait 14 000 km en vélo alors, quand c'est écolieux. Pendant 3 ans, ça a duré. Et donc, souvent, c'est des gens qui subissent de la pauvreté. La sobriété, heureusement, les amis, moi, j'adore Pierre, mais dans mes 70 écolieux que j'ai visités, j'ai jamais vu la sobriété heureuse. Jamais, une seule fois. À chaque fois que je posais une question qui était pauvre, une personne qui était pauvre, je lui dis, mais si tu avais un revenu de base d'un euro de plus que le seuil de pauvreté, tu le prendrais? Il me dit, mais bien sûr. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui subissent la pauvreté, non pas parce qu'ils sont pauvres en richesse, qu'ils créent sur le territoire. Ils sont pauvres parce qu'ils subissent le fait qu'on ne valorise pas à monnaie ces activités qu'ils font au service des communs. Donc, il faut arrêter aujourd'hui avec cette espèce de sobriété heureuse. Ça n'existe pas.
Enfin, moi, je ne l'ai pas rencontré. Et à chaque fois, j'ai posé la question. C'est bien comme ça. Écoute, si je gagnais un peu plus, ça irait mieux. Ah oui, bien sûr. Attends, tu rigoles ou pas? Donc voilà, les écolieux, ils doivent être source de revenus pour leurs habitants. Ils doivent être source de revenus pour les entreprises locales. C'est pour ça qu'on utilise une monnaie citoyenne locale, de telle façon que la force économique qu'on va créer circule dans le territoire et reste dans le territoire et ça va capter par le marché financier. Et c'est pour ça qu'on se voit aussi pour relocaliser l'épargne sur le territoire. On en parlera peut-être à la fin avec le projet qu'on a. Parce que si vous ne relocalisez pas de l'épargne sur les territoires, vous n'aurez pas de flux économique. Les flux sont liés au stock. Pas de stock, pas de flux. Et là-haut, vous avez un super stock. Hein. Sinon, il n'y aurait pas de flux de vie. Hein. Vous l'avez vu, le stock, là-haut? C'est un gros stock. Hein. C'est pour ça on a pu mettre des millions et des millions d'années à arriver là où on est. Parce que si le stock il aurait été plus petit, je vous assure qu'on ne serait pas arrivé. Donc, il faut faire redescendre le patrimoine financier de ces marchés financiers, c'est n'importe quoi, et il faut les redescendre dans les territoires et les mettre au service d'une production locale, durable, au service des habitants de ces territoires. Et ça, c'est un vrai travail. Voilà, c'est ça que je pense que devraient faire les écoliers aujourd'hui. Super, une très belle perspective, une vision, et puis la V2, comme tu dis, hein, pour tous ceux qui sont nombreux à être engagés, à vouloir s'engager, de plus en plus nombreux. Marie, je crois qu'il y a quelqu'un qui commentait. Quelques petits commentaires, tu dois avoir des fans. Oula. Salut ami Frédéric, Colibri, Dialogue en Humanité, Emmaüs Po, Jacques. Chacun de nous est dual avec ses plus et ses moins. C'est vrai aussi de toute institution, de toute chose. Par exemple, il suffit de s'appuyer sur le crédit d'intention, opposé au classique procès d'intention, en phase totale avec toi, amitié. Merci Fred de replacer l'initiative de Terra dans le contexte sociétal, et ce qui est vrai pour les écolieux est aussi vrai pour les tiers-lieux. Voilà, ça c'était Lorenzo qui disait ça. Oui, Isabelle. Donc, quelques mots sur le modèle économique. Oui. Wow. Quelques mots. Alors, Frédéric est un spécialiste. Alors, pour les personnes qui veulent aller plus loin, on fait des week-ends de 2 jours pour l'expliquer. Donc, en 3 minutes, ça va être compliqué. Parce que, comme disait notre ami Bourdieu, les vieilles idées sont toujours plus fortes que les nouvelles, parce qu'il faut du temps pour expliquer les nouvelles. Hein, les vieilles, elles sont là, elles sont dans les habitudes. Oh, bien sûr, c'est évident. Okay. Mais non, c'est pas évident du tout. Il faut du temps pour déployer tout ça et faire en sorte que les personnes s'accaparent ces concepts. Donc, nous, notre modèle économique et modèle financier, il est fondé essentiellement sur 5 clés. La première, c'est on relocalise de la production totale aux habitants de nos territoires. Et on arrête de penser qu'on va tous être coach. Parce que si on est tous coach, on meurt tous. Parce que il faut aussi des gens qui fassent à manger, qui produisent des maisons, etc. Et tout ça, il le faut aussi. Hein, si on avait dû faire un écolieu uniquement des gens qui voulaient être coach, on serait 1000 à Terra là aujourd'hui. On serait 1000. Il faut arrêter maintenant, il faut arrêter. Il faut aussi produire à bouffer. C'est important aussi de produire à bouffer. Petit rappel important. Le PIB mondial, le poids de l'alimentation dans le PIB mondial, 3%. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a un problème? Comment c'est possible que ce qui est vital à la vie est valorisé à 3% dans le PIB mondial? Moi, ça me... Donc, du coup, premier point, la production au service des habitants réels, physiques, des territoires de vie où on habite. Et ça, c'est assez simple à déterminer. Nous, on l'a fait ensemble. Les communs sont définis par les gens qui habitent les communes, le lieu où on partage les communs. Et comment on le fait? Grâce à la volonté générale. Pour définir des communs, il faut que la volonté générale s'exprime de dire et commun, ceci, cela et ceci. À ce moment-là, une fois que c'est décidé, on peut remettre l'utilité commune de façon claire par rapport aux distinctions sociales et rémunérer convenablement ceux qui sont le plus au service des communs. Parce que être au service du commun, ça devrait être distingué socialement. D'ailleurs, c'est dans l'article 1er de notre Constitution. Hein. Les hommes naissent libres et égaux en droit, tout le monde la connaît. Les distinctions sociales sont fondées sur l'utilité commune. Donc, premier point, la production. Deuxième point, la distribution.
Parce que si vous produisez, mais que vous utilisez des réseaux de distribution qui vous piquent votre valeur ajoutée, ben vous avez produit pour rien. Vous travaillez pour les multinationales qui distribuent les productions. Donc, il nous faut nous rapproprier la production, mais aussi les moyens de distribution. Et les moyens de distribution, c'est ce qu'on appelle les circuits courts. Mais attention, pas que les circuits courts tout court, les circuits très très courts. Et les circuits très très courts, c'est quoi? C'est commencer par faire des maisons autonomes, nourricières, écologiques et recyclables. C'est-à-dire que habiter une maison, ça ne doit pas être un coût pour une personne. Ça doit être un gain. De la chaleur, de l'eau. Vous voyez? Donc tout ça, c'est possible à faire. Okay? Donc, la production, les réseaux de distribution, les moyens d'échange. Parce que si vous avez la production, que vous avez les réseaux de distribution, mais que vous utilisez une monnaie qui vous pique cette valeur ajoutée, comme le fait aujourd'hui l'euro, qui remonte sur les marchés financiers, la valeur économique créée par les personnes dans les territoires. Juste une information que vous l'ayez dans la tête, gardez dans la tête tous les jours quand vous sortez votre argent de votre poche. Seulement 2% des transactions en monnaie, vous vérifierez, c'est le chiffre de la Banque mondiale, 2% des transactions en monnaie se font réellement dans nos territoires. 98%. Non, excusez-moi, c'est plus fort que moi, c'est un trait, il va falloir que je me débarrasse de ça, mais j'ai pris le Attends, je vous avais dit que c'était un spécialiste, hein, c'est la question. Alors, on a 2 minutes. Alors, je finirai pour les 2 points. Voilà, D'accord. fais le planning parce que sinon, je suis dans le même temps. Alors, on continue. Donc, voilà. Donc, très important. Donc, premier, la production, la distribution, les moyens d'échange. Donc, si vous utilisez de l'euro dans vos écolieux, vous tirez 2 balles dans le pied. Vous bossez pour les marchés financiers, puisqu'on sait qu'au bout de 2,5 transactions, tout votre travail va remonter sur les marchés financiers. Donc, au départ, même si c'est dur, même si c'est chiant, même si les gens ne sont pas d'accord, etc., même si c'est plus complexe qu'utiliser l'euro, créer des monnaies citoyennes locales. Et je ne parle pas de monnaie libre, de monnaie machin ou de monnaie truc. Je parle d'une monnaie citoyenne locale qui est contre-garantie par de l'euro placé sur un compte épargnétique. Parce que notre objectif, c'est pas seulement de mettre en circulation de la monnaie, c'est récupérer l'euro et l'attacher au territoire. Or, si vous utilisez une monnaie qui n'est pas rattachée à l'euro, vous pourrez faire la première partie, circulation, mais vous ne pourrez pas récupérer des stocks. Or, si vous n'avez pas des stocks sur le territoire, vous n'aurez pas de flux. Donc, créer des monnaies citoyennes locales contre-garanties par des productions relocalisées durables. Donc, la production, la distribution, les moyens d'échange et quatrièmement, les revenus. Parce que si vous avez les 3 premiers, mais que vos revenus fluctuent en fonction du commerce international, ben, quand le commerce international va, tout va, et quand il ne va plus, ben, plus rien ne va plus. Alors que si vous mettez en place un revenu de base d'au moins 1 euro supérieur au seuil de pauvreté à tous les habitants du territoire de la naissance à la mort, en monnaie citoyenne locale contre-garantie par cette production relocalisée durable, eh bien, même si le commerce international fait comme ça, vous avez un filet qui assure non seulement aux personnes, mais aussi aux entreprises et aux collectivités territoriales des revenus minimum tout le temps. Et en plus des revenus qui circulent dans le territoire et qui ne peuvent pas remonter sur le marché financier. Donc, non seulement il vous faut de la monnaie citoyenne locale, mais il vous faut aussi instaurer progressivement des revenus de base inconditionnels contre-garantis par cette production que vous avez relocalisée. Et le dernier élément, et je m'en terminerai, donc vous avez la production, vous avez les réseaux de distribution, vous avez les moyens d'échange, vous avez les revenus, et le dernier, qui est très important, c'est la gouvernance. Parce que si les lois dans votre territoire, comme une poupée russe, freinent cette émancipation des personnes et des territoires, vous ne pourrez rien faire. Si vous n'avez pas la commune avec vous, si vous n'avez pas la communauté de communes avec vous, si vous n'avez pas le département avec vous, si vous n'avez pas la région, si vous n'avez pas l'État, si vous n'avez pas l'Europe, si vous n'avez pas le monde, vous direz à travers le monde, ben ça va être vachement compliqué. Ça va être vachement compliqué. Donc oui, je sais, ça va être plus chiant, plus compliqué de créer une coopération avec ces acteurs, mais si vous les avez avec eux, nous, on a mis 9 ans pour avoir tout le monde. Il nous manque juste maintenant le dernier échelon, et encore on bosse déjà avec les 17 objectifs de développement durable. Donc, dans notre projet, maintenant, on a la commune qui est actionnaire de la société coopérative d'intérêt collectif qu'on a créée. On travaille avec le département, on travaille avec les gens, on travaille avec l'État, on travaille avec l'Europe, et tous ils disent « Oh, ce que vous faites, c'est super ». Mais nous, avec ce qu'on fait, on transforme le monde. On ne fait pas que coopérer à leur enjeu, que coopérer en notre. Okay.
Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir aussi la gouvernance avec vous. C'est pour ça qu'on a monté une société coopérative d'intérêt collectif. Je m'en terminerai là. Ce premier quartier rural en transition de France, qui est le produit de ces 9 ans d'expérimentation qu'on fait à Lustrat, à côté du Lot. Contrairement à tout ce que nous ont dit les financiers vers lesquels on s'est tourné pour le financer, on a fait les sources, on a contacté tous les acteurs qui financent normalement l'économie sociale. Tous debout sur la table, votre projet est merveilleux. Et quand on leur a dit, oui, mais nous, on veut des prêts, on veut pas de prêts, on veut des capitaux, et on veut vous les rembourser dans 10 ou 15 ans. Parce que nous, on va avoir besoin de temps pour développer et régénérer ces territoires. Et là, on nous dit, ah non, c'est pas possible. Et en plus, quand on leur a dit, et en plus, on les veut à 2%, parce que si on vous donne plus de 2%, on ne pourra pas financer les gens qui vont travailler. Ah, ils nous disent, votre projet est merveilleux, mais ça, c'est pas du tout crédible au niveau industriel. Personne ne vous prêtera. Et là, on a lancé un financement citoyen. Pour conclure. Voilà, on avait besoin de 1 million d'euros. On en est à 670 000 de gens qui ont mis des capitaux. Hier. On en est à 670 000 de capitaux relocalisés à 2%. Ça veut dire que oui, aujourd'hui, il y a des gens qui acceptent de diminuer leur rentabilité financière pour relocaliser leur épargne sur les territoires et enfanter une nouvelle civilisation contre l'avis de tous les gens. Je pense qu'on peut. Alors, Frédéric, tu as un livre dont peut-être tu peux nous parler. Écolieu en transition, donc 12 étapes. On peut le trouver là-haut pour ceux que ça intéresse. Tu veux dire quelque chose sur ce livre en particulier? Il fait 108 pages. Pour les experts, pour certains d'entre vous, les 108 pages vont représenter quelque chose. Pour d'autres, peut-être pas. Vous chercherez 108. Voilà. Et deuxièmement, très important, c'est 9 ans d'expérimentation, pas que de moi, mais de toutes les personnes. Et c'est vraiment ce qu'on a compris et appris pour faire des écolieux V2. Voilà. Et c'est vraiment très concret. Il n'y a pas beaucoup de théorie. Et on le trouve où, à part ici? Eh bien, en fait, j'ai pas pu trouver un éditeur. Je vais vous expliquer pourquoi. Rapidement. Ouais. En fait, je l'ai auto-édité parce que je veux que la version PDF soit libre pour les gens qui n'ont pas d'argent. Et je n'ai aucune maison d'édition qui accepte de publier un livre avec un PDF libre. Donc, je l'ai auto-publié. Voilà, alors je vous propose, il y a un temps de déjeuner, il y a des temps de pause, donc vous pourrez continuer à poser des questions à Frédéric. Merci encore Frédéric. Bravo. Merci.